L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. C'est magnifique. Je te parle là, je crois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes chez Yves Viollier. Nous parlerons de son dernier livre, mais nous parlerons aussi peinture avec le concours de peinture à la Chaboterie. Nous allons découvrir une exposition qui se tient en ce moment à Luçon. Et dans la série C'est la rentrée, nous découvrirons une école de danse. Et comme chaque semaine, vos autres sorties de la semaine. Mais d'abord, peinture à la Chaboterie et on se retrouve tout de suite après chez Yves Viollier. Par an, en septembre, le parc de la Chaboterie s'anime d'un spectacle tout particulier. Couleurs, chevalets jeunes et moins jeunes, professionnels et amateurs, des amoureux de la peinture venus de 16 départements se rencontrent autour du logis vendéen pour un des concours sur motifs les plus importants des Pays de Loire. Et ce, même quand, comme ce dimanche, la météo est plus qu'incertaine. Oui, nous avons exactement 166 artistes peintres, les professionnels, les amateurs et les jeunes de 17 ans et de moins. Et c'était à peu près le chiffre que nous avions proposé, étant donné les conditions atmosphériques défavorables, mais les artistes peintres sont courageux, quel que soit le temps, ils viennent faire le concours. Je sillonne un petit peu la région ouest pour les concours de peinture comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un accueil, il y a une ambiance à la Chaboterie qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Donc, si bien que quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer, quoi. C'est un peu ça. C'est ma la quatrième fois que je me produis ici. Disons, ce qui m'a fait revenir, j'aime beaucoup les concours de rue, les animations comme celle-ci. Vous avez choisi quoi aujourd'hui ? Ce que j'ai choisi, c'est tout simplement, je trouve la grille magnifique. Ce que je déplore, c'est qu'elle ne soit pas mise en valeur. Donc avec mes yeux de peintre, on pourra relooker la grille. J'avais envie de me faire un petit défi. J'aimerais bien avoir une table par exemple et j'ai les genoux qui tremblent de froid. Et puis c'est vrai que d'habitude je fais plutôt des petits formats, donc là je me suis dit au début, je me suis lancée dans un grand format, je vais peut-être arrêter et faire un petit format, puis bon finalement ça va. Pour terminer, la réflexion d'un passant qui vous a le plus touché. Ah oui, il y a un monsieur qui m'a dit il y aura sûrement un prix. Alors c'est sûr que ça encourage. Et oui, ça encourage. Et 3000 visiteurs ont profité cette année encore des Journées du patrimoine pour s'approprier la Chaboterie d'une manière bien originale. Finalement, il n'a pas plu et le soleil s'est même invité en milieu d'après-midi pour le bonheur des visiteurs, participants et organisateurs qui se sont tous donnés dans la joie. Rendez-vous le 3e week-end de septembre 2010. Yves Viollier, bonjour. Bonjour. Comme chaque année au mois de septembre, le livre dont on parle le plus en Vendée, et pas seulement, c'est le dernier Viollier. Cette année, il s'appelle « Aide-toi et le ciel », 3 petits points. Et cette année encore, le personnage principal est une femme, Marie. Alors, qui est Marie ? Marie, c'est une femme qui est engagée, qui se donne aux autres complètement. Elle est veuve, elle a un grand-fils, Simon, qui admire, qui aime sa mère et qui va chercher à l'imiter, qui va vouloir lui aussi s'engager. Et comme elle est engagée ici, en Vendée, lui, il va vouloir faire mieux que sa mère. Il va partir, il va s'engager dans un des pays les plus pauvres du monde, Haïti. Il a fait des études qui ont bien fonctionné, mais il veut faire comme elle, donner sa vie. Il va là-bas, il se donne à fond à son travail et il va s'apercevoir qu'il est peut-être trop tendre pour faire face
aux difficultés qu'il va connaître, et puis ça va même mal tourner pour lui lorsqu'il va y avoir des cyclones, lorsqu'il va y avoir des difficultés. On va lui dire, mon cher, il faut que tu retournes chez toi pour te ressourcer, tu n'es pas à la hauteur. Le livre commence avec l'arrivée à Château-Bougon de Simon, qui revient, et puis avec le journal de Simon, enfin les mails qu'il a envoyés à sa mère, et on est tout de suite dans le drame de Simon. Et ça va être le nœud de l'histoire. Ça va nous poser la question de l'engagement. Quand on s'engage, quel risque prend-on ? Voilà, parce que Marie, elle travaille, elle est très engagée dans ce qu'elle fait. Elle est tout le temps un peu à l'extérieur, forcément. Quand on est passionné de ce qu'on fait, on est un peu pris. Même le jour où elle arrive à l'aéroport pour récupérer son fils, elle est presque en retard. Et moi, je vais faire une confidence, on lui en veut. Moi, jusqu'à la fin du livre, je ne sais pas si c'était voulu de votre part, mais on lui en veut un peu à Marie d'être tout le temps en train de courir partout. C'était voulu de votre part ? Oui, c'est une femme qui court, c'est une femme qui se donne, et elle a une énergie que peu ont, et donc elle va à l'un, elle va à l'autre, elle s'occupe de tout, elle fait tout très bien. Mais elle a oublié son prochain le plus proche, c'est-à-dire son fils, d'une certaine façon. Et puis son fils va lui renvoyer ça à la figure de façon très forte, très violente, même qui pourrait être tragique, et qu'il l'est. Le point de départ du roman, en fait, c'est la lettre que va laisser Simon à sa mère. Ce fait divers s'est réellement passé. Le passage à l'acte de Simon et la lettre qu'il laisse à sa mère, c'est quelque chose d'authentique. Vous êtes encore inspiré d'une histoire vraie. Toujours. Ah oui. Et donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est un sujet de roman. C'était l'histoire d'un père, là, dans l'occurrence, dans la réalité. Et je me suis dit... Ce boomerang que reçoit celui qui s'engage par l'un de ses plus proches, ce sera le thème, ce sera le nœud d'un roman. Après, il fallait que je trouve l'univers dans lequel allait se passer le roman. Et puis j'ai rencontré Marie, une femme formidable, engagée comme elle, passionnée comme elle, et je lui ai demandé la permission d'accompagner son groupe de jock. Ah oui, donc parce que c'était une de mes questions. Quand on écoute ces jeunes qui ont, je sais pas, entre 16 et 19 ans... Voilà, 16-19 ans. On se dit, mais il est vraiment allé les rencontrer, parce que c'est pas possible dans vos dialogues. Je suis prof, j'ai été prof, j'ai bien connu les jeunes, mais je me trouvais de l'autre côté de la barrière. Donc, je n'avais pas, je dirais, le quotidien des jeunes. Pour écrire ce livre, il fallait que j'aie leur quotidien, et donc il fallait que je sois au plus près. Et cette Marie, qui ne s'appelle pas Marie, bien sûr, dans la réalité, elle m'a fait rencontrer ces jeunes. Je suis allé à leur réunion, et j'aurais dit, si vous êtes d'accord, je serai une petite souris, je serai là dans mon coin, je vous écouterai. Et puis, j'en ferai peut-être, on ne sait jamais quand on se lance dans l'aventure d'un roman, j'en ferai peut-être un roman. Vous serez dans le roman, mais ce ne sera pas vous. Le roman, c'est à moi, c'est moi le créateur. Je déplacerai des choses. Et j'ai passé une année à les accompagner à leurs réunions de jock. Oui, je suis allé régulièrement à leurs réunions et à chaque fois, je rentrais bouleversé de tout ce que j'avais entendu. Mais vous savez, nous le sommes aussi lecteurs, et ça, c'est votre talent, en le lisant. On a une sorte d'attachement pour ces jeunes... Puis quelques-uns émergent comme ça. Alors c'est dans le roman, mais c'est aussi dans le cadre des rencontres. La Chloé, qui est débordante de vie et débordante aussi d'appétit. Oui. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis Erwan, et puis tous m'ont d'une certaine façon marqué. Et je voulais être au plus près de leur langage, de leurs préoccupations, pour que le roman soit le plus juste possible et que toute cette aventure autour de l'engagement, autour des risques de l'engagement et aussi des chances de l'engagement, pour qu'elle soit le plus
la plus vraie possible. On va y revenir à l'engagement. Juste une question avant de vous montrer un petit sujet sur une exposition qui se passe à Luçon et que vous connaissez peut-être. Où se passe, parce que l'action de votre livre, dans le livre, se passe à Moutier. Est-ce Moutier sur le lait, Moutier les Moffets ou quel Moutier? Est-ce déjà en Vendée? On a l'impression. Ça se passe en Vendée puisqu'il va y avoir dans la deuxième partie du roman là, très précisément, le port de Bourgenais et puis la dune de Saint-Gilles. Ça se passe en Vendée. Alors j'aime brouiller les pistes. Ça s'appelle les Moutiers-sur-Vie. C'est à la fois du côté du Poiré-sur-Vie, à la fois du côté des Moutiers-sur-Lait et même peut-être ailleurs, au lecteur peut-être de retrouver les lieux. Finalement, comme ce que vous dites, vous partez d'une histoire vraie et vous en faites un violon. Voilà, c'est ça. C'est aussi normal. On va parler aussi, parce que ça m'intéresserait bien de savoir, et nos téléspectateurs aussi, de parler un petit peu des risques de l'engagement, de ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans cette écriture-là. Mais avant, j'avais envie de vous montrer une exposition, un sujet sur une exposition qui a lieu à Luçon jusqu'au mois de septembre. C'est l'histoire d'un tableau. Je ne vous en dis pas plus. Vous me direz si vous étiez déjà au courant. Je crois deviner de quoi il s'agit, puisque vous me parlez de Luçon. Niché dans l'aile droite du transept de la cathédrale de Luçon, le tableau était là depuis des années sans que personne n'y prête vraiment attention. C'est une toile d'un peintre flamand, disait-on. Une vérité qui va se révéler tout autre grâce à un spécialiste de la peinture du XVIIe, reconnaissant le trait d'un artiste français de renom et par là même la haute valeur du tableau. Moi j'ai assisté à la scène, à l'époque j'étais prêtre à Luçon. Au bout de 2 minutes, il a dit ça, aucun doute, c'est du Beaujean. Et il a dit aussi, en pointant le doigt sur le fameux Saint-Jean du tableau, il a dit « ça, c'est Condé ». C'est-à-dire que Condé, donc général français brillant qui avait combattu l'Espagnol, au moment de la fronde, eh bien, passe à l'ennemi. Et peut-être que c'est pour ça que le tableau s'est retrouvé à Luçon, parce qu'il n'était pas très présentable à Paris. Les Luçonnais ne devaient pas connaître la tête de Condé, je pense pas. Peintre baroque du XVIIe, Lubin Beaujean est influencé par la peinture flamande et les œuvres de Raphaël. L'artiste signe de nombreuses toiles, notamment pour Notre-Dame de Paris, mais c'est à ses natures mortes qu'il doit sa célébrité. Au Louvre, on peut voir en particulier le dessert de gaufrette, auquel il est fait allusion dans le film de Pascal Quignard, Tous les matins du monde. Et on a longtemps douté que c'était le même Beaujean qui avait peint le dessert aux gaufrettes et les autres œuvres, souvent religieuses, dont ce fameux tableau de Luçon, qui est sans doute une de ses plus grandes œuvres. Une œuvre qui a retrouvé toute sa splendeur grâce à une restauration soignée qui donne à redécouvrir sa composition parfaite, porteur d'une symbolique profonde, en prise d'espérance. J'ai quasiment vu ce tableau tous les jours, en dehors de la période de restauration. Et d'emblée, ce qui m'a frappé, c'est ces femmes, ce linceul. C'est des gestes ordinaires. Quand on rencontre des familles au moment de la mort, la vie continue, il y a des choses très pratiques qu'il faut faire. Et ça m'évoque cela. Et puis ça m'évoque ma mère qui, lorsqu'il y avait une fête, elle mettait la nappe blanche sur la table. Hein. Et il ne fallait pas que ça fasse de plis, donc on évitait les plis. On faisait des gestes comme ces femmes en font, quoi. Hein. Alors Marie, aujourd'hui, on peut la regarder sans peine. Autrefois, elle avait la bouche tordue comme un alpiniste qui aurait reçu une pierre sur la tête. Ici, elle a un visage de douleur et en même temps, elle regarde vers le ciel. Et chose importante, le ciel n'est pas vide. Beaujean a dessiné, peint, quelques têtes de chérubins. Les anges, c'est les messagers de Dieu. Et donc ce tableau nous dit à la fois le poids de la mort, mais aussi l'espérance qu'ouvre le regard de Marie. Alors, le connaissiez-vous, ce tableau ? Et bien sûr que je le connaissais, puisque Claude Arignon, qu'on a entendu ici, m'avait demandé de réagir. Ma réaction d'écrivain sur cette toile, je lui ai dit, bon, je vais aller faire le détour par Luçon. Ça ne me déplaisait pas de passer par la cathédrale. Et je te dirai si je réagis, si je fais quelque chose. Et puis, ce tableau m'a vraiment beaucoup parlé. En particulier, ce qu'il évoque, c'est cette nappe blanche,
ce tissu blanc-là, tout le tableau est bâti autour de cela. Et la lumière vient de là. C'est ce linceul qui éclaire les personnages tout par-delà. Et je trouve ça superbe. Et il n'y a qu'un personnage qui regarde vers le haut. C'est aussi le regard de Marie qui est à côté et qui a l'air de montrer le ciel. Le ciel est à la fois sur la terre avec ce linceul blanc où va descendre Jésus. Et puis elle nous montre là où il est arrivé. C'est un très très beau tableau. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé, et puis Grégoire l'a aimé aussi, c'était son coup de cœur de cette semaine, c'est lui qui est allé faire le sujet. Alors ça y est, on continue sur l'engagement avec vous, on est un peu là-dedans avec le tableau. Est-ce que quels sont, Yves Viollier, quels sont les risques de l'engagement? Bien, les risques de l'engagement, c'est justement celui qui va être celui de Marie, c'est-à-dire en s'occupant des autres, est-ce qu'on ne risque pas d'en laisser d'autres? Et donc sa famille, elle n'a plus son mari, bien qu'il soit toujours proche d'elle. Elle parle constamment avec Abby, qui est là et il l'accompagne. Mais il y a sa maison, il y a sa famille. C'est un questionnement là qui est renvoyé à tous les lecteurs. Quand vous vous engagez, que ce soit dans la politique, que ce soit dans n'importe où, dans une association, que ce soit un engagement religieux comme le sien, eh bien, est-ce qu'on ne risque pas d'oublier ceux qui sont près de nous? C'est ça le risque, et dans ce cas, d'être complètement mangé et de se perdre soi-même. Alors, Marie... Est-ce qu'elle se perd? Et c'est là qu'elle m'intéresse. Vous laissez ouvert votre livre, vous laissez ouvert finalement. Et c'est là qu'elle m'intéresse, parce que quand elle se perd, c'est peut-être là qu'elle se trouve. Elle me plaît beaucoup quand elle est finalement dans la nuit. Dans la première partie du roman... Elle est très sûre d'elle, Marie, c'est ce qu'elle veut. Ça, elle a une foi de charbonnier, elle est engagée là-dedans. Pour elle, ça ne pose aucun problème. Mais à partir du moment où il va y avoir un drame dans sa vie... Elle se pose des questions, elle se pose des questions de sa foi, des questions de son engagement, et elle devient grande, et elle va sans doute faire des choix, on le découvrira à la fin du roman, qui vont la grandir encore, et qui vont être porteurs de lumière. Et c'est pour cela qu'il faut le lire, ce livre, en dehors de l'écriture et du style, aussi pour tous ces questionnements qu'il nous pose. J'ai une question maintenant, la question délicate de l'interview, Yves Viollier. Vous vous en sortirez quand vous pourrez, quand vous voudrez. J'ai regardé un petit peu sur Internet. Il y a beaucoup de Vendéens qui vous suivent. Certains ont des blogs. Oui. Et puis j'ai lu sur le blog d'une fille qui habite Chalin, qui s'appelle Sabine. Votre livre, avant bien qu'elle sorte, elle a tout mis. À chaque fois, il y a les coupures de presse. C'est une fan, oui. C'est une vraie fan. J'espère la rencontrer une fois dans l'agenda culturel. Toutes les coupures, en fait, j'ai même pas de travail à faire, il suffit d'aller sur son blog, on a tout sur Yves Viollier. Les coupures de presse, vos interviews, les histoires, son point de vue, parce qu'elle les lit, vos livres. Et puis, je voudrais lui faire un petit clin d'œil, parce que dans le papier qu'elle fait sur votre livre, elle se demande si finalement, elle dit, malheureusement, j'aurai jamais la réponse, je vais essayer de l'aider. Elle se demande si Marie, ce n'est pas un peu vous, si vous êtes pas vous-même posé ces questions-là. Bien sûr, mais bien sûr, c'est moi aussi. Enfin, quand on est romancier, et si on veut qu'il y ait de la vie dans le roman, il faut y mettre toute son énergie et toute sa passion. Donc Marie, c'est moi, Madame Bovary, c'est moi. Donc les questions qu'elle se pose, ce sont des questions que je me pose. En même temps, je me dis, c'est mon engagement à moi est peut-être beaucoup plus facile. Quand je voyais ces jeunes et quand je voyais la Marie du roman vivre au quotidien, je m'interrogeais moi en me disant, toi c'est un petit peu facile, tu es chez toi, dans ta maison, à ton bureau, ton engagement, il est intellectuel, mais tu es tranquille chez toi, alors que ils sont au charbon, ils y vont, il y a le contact. Mais la question m'était posée à moi-même, bien sûr, tout au long du roman. Et je peux vous dire que lorsqu'elle est dans la nuit, ça a été dur pour moi. Moi aussi, je me suis retrouvé dans la nuit. Et pour m'en sortir, il fallait que j'aille à Port-Bourgenais, il fallait que j'aille marcher sur la dune. Et là, quand j'étais
face à la mer. Dans le roman, on dit, il y a ce proverbe haïtien, la mer lave de tout. Et vraiment, je me sentais ressourcé, je me sentais lavé. Il y avait un nouvel élan, je pouvais rentrer, reprendre ma place à ma table et écrire. Et du coup, maintenant, vous êtes tranquille de l'avoir mis sur papier, tous les angoisses, d'avoir fini La Nuit de Marie, ou vous êtes encore un peu dans... J'y suis encore un peu, parce que le livre est tellement proche. Je dois dire que ce personnage de Marie est sans doute l'un des personnages qui m'est le plus cher. Marie, Simon, et puis toute la bande, toute l'équipe de Jock autour. Elle dit d'eux, regardez, est-ce qu'ils n'ont pas des belles gueules de ressuscités? Et je les aime beaucoup, et ils me sont encore vraiment très présents. Et puis, le livre vient seulement de paraître. Il y a tout de suite le retour des premiers lecteurs que je reçois comme ça. Ça fait toujours plaisir après autant de romans. Ah ben, bien sûr. Je dirais peut-être plus que jamais, parce que plus on écrit, plus j'écris, vous me posiez la question, plus je m'investis dans le roman, plus je m'en imprègne, plus je me pose de questions, plus finalement j'essaie de creuser mon sillon plus profond. Et donc, la satisfaction, quand elle est là, quand il y a ce retour, elle est encore plus grande, c'est sûr. Alors qu'avant, ça glissait, puis je passais à autre chose. Là, c'est un véritable échange avec le lecteur. Mais on vous sent investi, et c'est assez surprenant, assez beau finalement, parce qu'on imagine parfois que des auteurs qui écrivent comme vous, autant, le font peut-être plus mécaniquement au bout d'un moment. Et là, quand on vous voit parler de vos personnages, on se dit, mais ils vivent chez lui, ils sont encore là dans la maison. Ah oui, là, actuellement, c'est encore plus viscéral que ça ne l'a jamais été. Encore plus essentiel, le temps d'écriture, c'est encore plus douloureux, parce que ça peut être douloureux, mais je dirais aussi encore plus jubilatoire, encore plus jouissif. Et puis, dites-nous, on vous a trouvé en train d'écrire. Est-ce que vous me dites sur quoi vous travaillez ? Je ne peux pas vous le dire, mais c'est une aventure. C'est une aventure qui sera là aussi complètement vendéenne. Avec Aide-toi, je suis complètement dans le contemporain. Avec le prochain, je vais, et c'est toute la difficulté, et c'est toute mon angoisse, et c'est tout mon plaisir, ça sera continuellement la bascule entre le contemporain le plus contemporain et un passé de la Vendée très fort. Bon, écoutez, on attendra cela l'année prochaine. En attendant, Aide-toi et le ciel, on vous verra parfois en dédicace en Vendée, je crois au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon chez Agora, vers le mois de novembre, au Sable d'Olonne au mois d'octobre. Et bonne promotion. On espère peut-être un livre, un film, qui sait de... On en parle. On en parle, voilà. Oui, donc vous me confirmez qu'on en parle. On en parle. Écoutez, et puis à très bientôt. Merci pour l'interview. Et puis à vous, comme je vous l'avais promis, dans notre série C'est la rentrée continue, Grégoire Forcé est rendu cette semaine dans une école de danse et il nous raconte comment cela fonctionne. 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence toujours avec un échauffement. Et puis, petit à petit, les exercices progressent en difficulté. À la fin, nous faisons les exercices pour, on dit cool down, c'est-à-dire c'est pour relaxation et pour se détendre. Voilà une activité qui défoule. Et que l'on fasse du classique, du jazz ou encore du contemporain, la danse a beau être physique, elle joue aussi sur le psychique. Ça me permet d'exprimer ce que je ressens sans forcément que les autres le regardent, mais moi je l'exprime au moins. Sur le coup on a chaud, on est fatigué, mais après c'est très détendant, j'aime beaucoup. De 5 ans à l'âge adulte, tout le monde peut débuter la danse et pas besoin d'être un expert en souplesse, elle viendra avec le temps. En fait, dans cette activité, chacun avance à son rythme et pas question de faire de la concurrence. La compétition, c'est bien pour le sport, mais moi, je ne sais pas si c'est très, très bien pour la danse parce que on essaie de donner quelque chose de soi-même au public et on travaille en équipe aussi. Ça, c'est très, très important. Si on danse ensemble, il faut qu'on ait un respect pour les autres. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Pour moi, c'est un art. Et un art accessible à tous les porte-monnaies, comptez en moyenne 120 € pour une année de cours.
Voilà pour la danse. La semaine prochaine, ce sera sans doute une école de théâtre, mais en attendant, cette semaine, vos autres sorties. Avant son exposition cet hiver à Paris et après son succès à Saint-Martin-de-Ré et Châlons cet été, la galerie lyonnaise Promenard présente jusqu'en octobre le dernier travail d'Annette Fradin. Ancienne décoratrice, la nantaise Annette Fradin peint un univers dépouillé sur nuances de gris qui interroge sur la solitude, les hommes, les animaux qui disparaissent. Ouverture de la nouvelle saison culturelle à l'échiquier de Pouzauges avec le Corse Jean-Pierre Marcellesi. Solumei, jamais seul, est le titre de son nouvel album qui vous transportera vers le sud avec des textes qui chantent corse, italien, arabe et français. Une ambiance qui s'annonce festive, tout comme le tarif unique que l'échiquier vous propose pour ce concert d'ouverture de la saison, 12 €. Ouverture de la saison également à l'espace Herbauge des Herbiers avec un voyage musical qui vous amènera de l'Afrique à l'Amérique du Sud, du funk à la valse. Les guides de cette soirée d'ouverture, un jeune groupe, Karim Baba et l'école municipale de musique de la ville des Herbiers. Musique aussi à Grosbreuil avec le concert d'Arba des Tornes, groupe aux influences multiples qui puise son style dans la chanson traditionnelle vendéenne. Ils y présenteront leur dernier album, Rimageux. Et enfin une série d'expositions à Saint-Hilaire-de-Riez sous le thème de l'anguille à la lubine. Vous pourrez découvrir jusqu'au 10 octobre la pêche, les bords de mer et la vie des maraîchers autour d'une présentation de photos à la médiathèque, à l'office de tourisme et à la Corinne du Bois-Jocko. Voilà, fin de notre agenda culturel. S'il pleut, n'oubliez pas, et toi et le ciel, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine à tous. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.